Voilà, bon, on peut commencer, je pense. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va faire une première rencontre avec le syndicat donc la CSC. Au sein du Fakir et du groupe d'action syndicat, on a décidé d'organiser des rencontres avec les syndicats parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une méconnaissance de part et d'autre et surtout, en fait, encore plus qu'une méconnaissance, un manque de contact. Et donc, c'est la première rencontre qu'on organise avec la CSC qui va nous donner l'occasion de parler d'une nouvelle plateforme qu'ils initient. Alors, on va passer directement aux présentations. En fait, il y aura les présentations. On va parler de cette nouvelle plateforme en second lieu, de la proposition du MR et de l'implication syndicale par ailleurs. Et puis après, on passera aux questions. Alors, tout d'abord, présentation des invités. Donc, merci à eux d'être là. Martin Willems, peut-être, pour commencer. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer un petit peu votre rôle, votre fonction et vous, où vous êtes situé au sein de la CSC? Bonjour, mon collègue Philippe va faire une présentation des différents, donc il faut pas trop que j'en dise maintenant, sinon il y aura des répétitions, mais je m'appelle Martin Willems. Voilà, et je dirige la nouvelle entité United Freelancers qui intervient aussi, on l'expliquera bientôt, dans la plateforme pour les artistes. Je vous en prie. Bien, alors Philippe Samek, pardon. Oui, Philippe Samek, donc moi je travaille à la CNE. Et je ferai comme Martin dit, une présentation un peu des rôles de chacun dans la plateforme. Oui, alors Marc Sius, donc moi je travaille à la CSC Transcom, Transport et Communication, et je suis là-bas en principe au service d'études, mais comme c'est une petite centrale, c'est plutôt un couteau suisse de la centrale qu'autre chose, quoi, voilà. Alors, donc pour que les personnes qui suivent comprennent bien, donc au sein de la CSC, il y a quelque part trois structures où peuvent se retrouver les artistes. C'est la CNE, qui est plutôt du secteur privé, Transcom, qui est plutôt du secteur public, et United Freelancer, qui est une partie qui a été initiée parce qu'elle regroupe en fait des personnes qui ne se retrouvent pas dans les deux premiers. Voilà, si je peux résumer. Oui, c'est une porte d'entrée dans la CSC pour tous les travailleurs qui exercent de manière atypique. Ce qu'on appelle les travailleurs atypiques sont les travailleurs qui ne prestent pas dans le cadre d'un contrat de travail qui a une certaine durée. Ils sont soit sous statut indépendant, soit sous statut indépendant complémentaire, soit en économie collaborative, soit en RPI, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer, ou travailleurs avec des contrats de travail, mais via un intermédiaire comme Smart et qui sont finalement des travailleurs intermittents. C'est ça qu'on a maladroitement sans doute même mis sous le vocable de freelancers pour parler de cette réalité atypique, même si aujourd'hui elle devient de plus en plus importante et malheureusement sera peut-être bientôt la nouvelle norme. En effet, donc du coup cette partie freelancers en fait regroupe pas mal plein d'activités qui sont attachées à l'intermittence, dont les artistes évidemment. Alors peut-être maintenant on peut passer à la présentation de la plateforme, cette nouvelle plateforme que vous initiez, pourquoi vous l'avez initiée, comment elle est initiée et comment y avoir accès. Je ne sais pas qui veut. C'est moi qui vous explique ça et c'est sur base du document que j'ai envoyé à Anastasia. Il va y avoir un partage d'écran normalement. Voilà. Donc je vous présente la plateforme syndicale de la CSC Culture qu'on a portée à la connaissance du public à la conférence de presse le mois passé, le 19. Et donc, vous voyez qu'il y a 4 intervenants internes de la CSC pour faire fonctionner cette plateforme.
Il y a 2 intervenants qui sont plus orientés, je fais ça schématique, hein, donc il y a évidemment, c'est plus compliqué que ce que je vais dire, mais pour que tout le monde comprenne, il y a 4 intervenants, 2 qui sont orientés vers le service qu'on rend aux membres et 2 qui sont plus orientés sur la construction des positions politiques syndicales. Alors, les 2 acteurs service aux membres, il y en a un que malheureusement beaucoup d'artistes connaissent, ce sont les organismes de paiement qui payent le chômage. Nous avons identifié, alors on sait depuis longtemps que c'est très difficile d'avoir accès et d'avoir un service correct dans les centres de services de la CSC, spécifiquement pour les travailleurs qui utilisent le statut d'artiste. Alors, ce qu'on a fait, c'est identifier à l'intérieur des différents services régionaux, donc dans les régions et à Bruxelles, les gens qui disposent de la compétence. Et Martin, chez Freelancers, dispose de la liste de ces gens-là et il a un contact direct pour, quand il a des questions à poser sur des statuts chômage ou débloquer des dossiers, ce qui nous permettra d'améliorer le travail et le service, en tout cas des services chômage pour le moment, même s'il faudra attendre un peu pour que ça porte ses fruits parce que les services chômage pour le moment sont complètement débordés. Donc les OP vont identifier des compétences et les mettre à disposition de la plateforme. OP, c'est organisme de paiement. Il y a le bruxellois et le wallon pour ce qui concerne la plateforme ici. Un deuxième acteur, c'est celui de Martin, c'est United Freelancers. C'est un service qui a été créé à la CSC il y a 2 ans, qui avait pour but d'aller au contact des travailleurs atypiques, comme Martin l'a expliqué, mais surtout dans les entreprises classiques. C'était orienté pour tout ce qui est, par exemple, consultant dans les entreprises d'informatique, d'industrie, etc. Mais le projet a très vite évolué vers une prise de contact avec plutôt des freelancers isolés et des travailleurs de plateforme. Donc aujourd'hui, Martin a un nombre important d'affiliés qui viennent de ces statuts-là. Donc ce n'est pas un secteur, ce sont des statuts un peu atypiques auxquels, et au contact de ces travailleurs-là, Martin a développé avec son service des compétences particulières sur les formes de rémunération et c'est aussi cette compétence-là qu'il va mettre à disposition de la plateforme Culture. En plus, United Freelancers va jouer le rôle de porte d'entrée. Donc quand vous allez sur le site de la CC Culture, vous voyez un numéro de téléphone et une adresse mail. Si vous utilisez ces 2 portes d'entrée, c'est chez Martin que vous arrivez, chez United Freelancers, et il fera, lui, le dispatching vers les services les plus appropriés pour répondre aux questions qui lui arrivent. Donc ça, c'est les 2 dimensions service. Et puis, il y a 2 dimensions, deux acteurs qui sont plus la dimension mouvement, et eux, ils sont là parce qu'ils représentent déjà des travailleurs dans des secteurs particuliers. Là, c'est Transcom, mais donc Marc le complétera par après. C'est la centrale qui est présente pour défendre les travailleurs dans les entreprises culturelles publiques. Par exemple, RTBF, par exemple Beaux-Arts, certains théâtres et la télévision de la communauté germanophone, ce genre d'entreprise-là. Il y en a d'autres, donc Marc complétera s'il le souhaite. Et là, il y a déjà des espaces de concertation où la CC Transcom est présente, où elle peut négocier. Évidemment, les conventions collectives ou les accords qui sont signés par les centrales aujourd'hui, elles s'adressent essentiellement aux travailleurs salariés. Ça veut dire que les gens qui ont des contrats atypiques sont souvent hors du scope de ce qu'on négocie. C'est quelque chose qu'on voudrait changer. Transcom, par ailleurs, est présente par l'entremise de Marc Silus à la commission artiste. Il peut aussi expliquer tout à l'heure ce qu'il fait à la commission artiste. Alors moi, je viens de la CNE et la CNE elle participe à la plateforme parce qu'elle est déjà présente dans 4 commissions paritaires où il y a du personnel artistique, culturel, employé, utilisé. Ce sont les CP 227, c'est celle de l'audiovisuel privé. C'est des entreprises comme STL, par exemple, qui emploient beaucoup de travailleurs sous statut atypique, des monteurs, des techniciens, aussi des artistes. C'est la commission paritaire 303 des cinémas, la 304 des arts de la scène, et on est aussi présent à la commission paritaire 329, c'est le socioculturel non marchand, dans lequel il y a par exemple les centres culturels régionaux, les télévisions locales, etc., où il y a aussi des travailleurs de tout statut qui sont employés. Et c'est le seul secteur pour la partie privée où nous avons une consultation avec une base. Parce que dans ce secteur-là, il y a des délégations syndicales et des gens qui représentent les travailleurs. Pour moi, c'est un des gros problèmes actuels pour le syndicat, c'est que nous n'avons pas d'endroit où nous pouvons organiser la parole d'une base. Et donc, c'est un des objectifs de Transcom et de la CNE, c'est d'arriver à constituer ça.
Donc pour le moment, on est occupé à faire le tour de beaucoup d'organisations, d'associations professionnelles. Et le but, c'est qu'à la fin, on puisse identifier des partenaires de réflexion et puis aussi qu'on puisse parler avec nos affiliés qui utilisent nos services pour légitimer les positions qu'on prend dans les endroits où on représente. Oui, 30 secondes. Oui, mais après. Donc ici, un des problèmes, c'est que par exemple, quand on a pris les dispositions Covid en 303 et en 304, les patrons sont là, nous demandent ton avis, et puis on dit ce qu'on pense, mais à aucun moment on a réussi à organiser des consultations de base. Donc ça, c'est clair, ça fait partie de l'ADN syndical. Dans les objectifs de la plateforme, il y a rencontrer les travailleurs du secteur et porter leur parole beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, c'est les 4 acteurs, et si quelqu'un veut compléter parmi les collègues, qu'il y aille. Je peux peut-être compléter par rapport aux organismes qui sont couverts, institutions qui sont couvertes par la CSC Transcom, puisqu'effectivement la distinction public-privé est à la fois vraie et à la fois incomplète, à savoir qu'il y a des structures, institutions tout à fait publiques qui sont couvertes par la CSC Transcom. Je pense notamment aux 3 institutions fédérales, le Théâtre Royal de la Monnaie, Beaux-Arts et ONB, qui sont des institutions culturelles qui sont restées fédérales, et donc qui sont en fait des services publics purs, hein, donc avec les gens sous statut dans la plupart de ces 3 institutions, pas toutes, mais voilà. Au niveau de l'audiovisuel également, il y a la RTBF et le BRF qui sont des acteurs de l'audiovisuel, mais aussi des acteurs importants dans le monde de la culture. On rencontrait encore hier un collègue de la communauté germanophone qui soulignait l'importance du BRF en matière culturelle dans la communauté germanophone. Et alors, autre entreprise, institution, il y a l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège, l'Opéra Royal de Wallonie, l'Orchestre de chambre de Mons et le Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Ce sont les institutions que Transcom couvre. Et alors, je voudrais rappeler juste ceci, qu'effectivement, moi, je siège dans la commission artiste, mais je n'y représente pas ma centrale, j'y représente la CSC francophone. Et donc, il ne s'agit pas d'un mandat de centrale, mais d'un mandat francophone. Et ça fait déjà de nombreuses années que je siège à cette commission qui, je pense, où il y a pas mal de combats, je pense, à mener dans les mois et les années à venir. Cette commission qui a son importance et je pense qu'il y a matière à discuter sur son fonctionnement et sur ce qu'elle fait ou ne fait pas. Voilà. Très bien. Alors, si pour être un petit peu plus clair, est-ce que je peux vous demander quelque part cette consultation de la base dont vous parlez, comment vous pensez vous y prendre via la plateforme? Quelles seraient les actions qui vont être mises en place pour atteindre voilà, parce que finalement cette plateforme, c'est les artistes qui vont faire appel, qui vont téléphoner, qui vont écrire. Comment cette plateforme va aller chercher la base artiste pour les faire entrer dans la consultation de base? Donc ici, l'objectif, donc on a en tout cas un site qui est en construction qui va permettre des interactions. Ce site va normalement servir d'outil parmi d'autres pour aller à la rencontre des publics et leur demander leur avis. C'est clair, par exemple, si on va construire une position CSC sur le projet qui va être débattu sur base du projet MR, on le fera par le biais de consultations sur le site, mais on va aussi organiser avec Marc un tour des régions. Donc on fera des réunions à Arlon, à Liège, à Charleroi, qui seront ouvertes si on peut le faire en présentiel évidemment dans les semaines qui viennent, mais donc il est prévu qu'on fasse un tour de nos fédérations régionales pour ouvrir l'espace de débat et recevoir non seulement les membres qui sont déjà affiliés aujourd'hui et qui utilisent le service chômage, mais aussi tout travailleur du secteur qui voudrait venir donner son avis. Évidemment, c'est la partie syndicale qu'on doit construire. Ça, c'est plus du syndicalisme classique. Ça, c'est mon boulot depuis 30 ans. C'est comment on fait pour porter la parole d'une base et arrêter de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire du syndicalisme hors sol dans ce secteur-ci. Donc, on va faire ça par le biais du travail du site Internet qui sera interactif et par le biais de consultations régionales qu'on organisera avec Marc. Oui, il faut bien... Ah oui, pardon.
Pardon, Martin. Il faut bien dire par rapport à ça qu'ici, on est dans une situation très particulière. Nous, on est des militants et des permanents syndicaux. On a l'habitude de bouger, d'aller à la rencontre des gens. C'est notre travail. Et pour le moment, on est vraiment dans une situation très particulière où on doit faire beaucoup de choses à distance. C'est difficile, donc, mais c'est vraiment dans notre objectif, dans notre plan de travail, même je dirais, d'aller rencontrer les gens, les structures, les travailleurs du secteur culturel, les artistes, les techniciens, etc. C'est vraiment dans nos objectifs dans les mois à venir où on espère on sera dans une situation sanitaire meilleure. C'est vraiment dans notre plan de travail. Donc, si je comprends bien, en attendant de pouvoir refaire des réunions, des rencontres en présentiel, via cette plateforme, il y aura moyen, en fait, il y aura des consultations via cette plateforme, ce qui est déjà une bonne chose. Et ces consultations seront limitées à vos affiliés ou alors ce sera des consultations ouvertes Alors, dans un syndicat, évidemment, le syndicalisme classique consulte d'abord ses membres et ses affiliés cotisants. C'est logique. Mais donc ici, on est sur un secteur particulier où nous savons que nous sommes en faute par rapport à la connaissance du secteur. Donc on ne peut pas se limiter à un travail de type classique. Donc on devra parler avec tout le monde. C'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire en rencontrant les organisations. Et je pense qu'on a un travail à faire pour se rapprocher et connaître le secteur et les travailleurs du secteur. Donc on ne va pas se limiter à consulter uniquement nos membres cotisants et on va essayer au contraire de consulter de façon plus large. Est-ce que via cette plateforme, il y a aussi des... est-ce que vous projetez aussi de lancer des appels pour les élections sociales? Est-ce qu'il y aura moyen aussi que, par exemple, les fédérations décident d'envoyer certains de ses membres motivés pour se présenter? Mais d'abord, l'élection sociale, c'est un mot, je ne sais pas, qui est peut-être utilisé de façon abusive ici. Ça concerne les entreprises de 50 travailleurs et plus, et elles viennent de se terminer. Donc, il n'y aura pas d'élection sociale avant 4 ans. Les prochaines, c'est dans 4 ans. Donc, c'est pas comme ça qu'on va travailler. Par contre, ce qu'il est possible, c'est que quand on va faire nos consultations régionales, quand on va travailler avec la plateforme, on identifie des gens qui veulent s'investir plus, participer à la construction des positions, devenir des porte-parole à l'intérieur de l'organisation, parce qu'il va falloir aussi convaincre à l'intérieur de l'organisation. Par exemple, sur le débat du statut d'artiste, un des grands thèmes du projet MR, c'est sortir le statut de la sécurité sociale et du chômage. Ça, c'est quelque chose qui est complètement tabou à l'intérieur de la CSC parce que la protection sociale ne peut pas être dégradée par des sous-statuts ou des statuts parallèles qu'on mettrait autour. Donc, la position dogmatique première, c'est non, pas question de sortir du statut. Par contre, on sait qu'on a des gens qui réfléchissent de façon plus constructive et diverse sur on peut sortir partiellement de la sécurité sociale en construisant un revenu sur base de financement sectoriel, etc., des choses comme ça qui sont des idées qui circulent pour le moment et qui ne sont pas du revenu de base universel parce que ça, tout le monde a bien compris que c'est une idée libérale. Mais donc sur ça, il faudra faire des consultations. Le document du MR, on a déjà une analyse de notre service d'études et du groupe de travail artiste qui fonctionne à l'intérieur de la CSC, mais ce sont des professionnels de service d'études. Et ça, on le mettra en débat sur la plateforme, on le mettra en débat dans les régions et on verra bien ce qu'on peut porter comme position. En sachant qu'il y a un double combat à mener. Le premier, c'est à l'intérieur de la CSC pour dire est-ce qu'on est d'accord de sortir de nos principes radicaux de protection sociale pour inventer d'autres choses? Et quand on aura obtenu des positions positives sur ça, à ce moment-là, on intègre les réflexions des bases. Donc il y aura des médiations à ce niveau-là qui pensent, à mon avis, sont de nature à enrichir très fort les propositions qui vont venir. D'accord. Donc, pour ce qui est des élections sociales, donc oui, en effet, elles viennent de passer et on sait très bien que les élections sociales se passent toujours dans des structures déjà bien construites, donc à l'instar des entreprises privées ou des pouvoirs publics, enfin des services publics. Donc c'est pour ça que je posais la question, puisque cette plateforme s'adresse aussi à des musiciens qui n'entrent dans aucune case. Et donc, ce serait en fait une porte pour qu'ils soient aussi représentés et qu'on entende leur voix.
Y compris dans les Mais j'ai bien compris syndicats. que ce sera d'abord donc par consultation et puis que les choses vont se construire petit à petit. Alors, justement, passons peut-être à cette fameuse proposition du MR dont vous avez déjà touché un mot. Donc, si je comprends bien, vous ne suivrez pas cette proposition concernant la sortie de la sécurité sociale et du chômage, enfin du chômage et du coup de la sécurité sociale. Est-ce que vous y voyez des points positifs ou est-ce que pour vous c'est une proposition qui est, comme plusieurs l'ont dit, que ce soit la Revue Nouvelle, que ce soit la Smart, que ce soit des artistes qui ont pris leur plume, qui est un peu illusoire dans notre contexte actuel. Martin, c'est toi qui fais ça? Oui, je vais répondre à ça. La proposition du MR part en tout cas d'un bon constat que beaucoup font, qu'il faut trouver une manière de sécuriser le revenu de certaines professions, notamment dans le secteur culturel, qui sont aujourd'hui payées de manière intermittente. Ils utilisent un concept statut d'artiste qui mène à beaucoup de confusion parce qu'on parle de ce qui serait aujourd'hui le statut d'artiste, qui est en fait certaines règles, mais finalement très très peu dérogatoires en termes d'allocation de chômage. C'est ça que certains désignent aujourd'hui par statut d'artiste, et on refuse ce terme parce que c'est certainement pas un statut, c'est être chômeur avec certaines règles particulières. Alors après, le MR propose un revenu de base, un RBAT, revenu de base pour les artistes et techniciens. Ils évoquent aussi un revenu de base universel qui serait, lui, pour tous les autres. Bon, sur ces aspects-là, ça reste quand même fondamentalement très flou, si ce n'est qu'ils ont sorti des chiffres assez précis sur combien, par exemple, de jours il faudrait travailler pour maintenir son droit au RBAT, etc. C'est à la fois précis dans les détails et à la fois très flou sur le fondement même, puisqu'on parle, semble-t-il, là d'un système basé sur le revenu universel, sur un revenu universel. Alors c'est une idée, vous le savez sans doute, vous avez suivi les débats, c'est une idée très complexe qui mène à beaucoup de choses, qui mène à une réorganisation totale de la société, et on n'est certainement pas contre ça, mais qui nécessite de savoir, de poser des questions essentielles, de savoir, oui, mais ce revenu de base vient-il en plus de la sécurité sociale, est-ce qu'il la remplace, etc., etc. Toutes questions qui ne sont pas répondues dans la proposition du MR. En termes de financement, et attention, je suis le premier à dire, ce n'est pas parce que on n'a pas aujourd'hui de financement qu'il faut écarter une bonne idée, mais quand même, on sait très bien qu'un problème du secteur de la culture est son financement, et donc venir avec une proposition avec certains détails aussi élaborés sans aucun financement, c'est un petit peu insultant, je trouve. Et surtout quand de la part du MR, on vient en parlant de taxer les GAFAM, et c'est ça qui financerait le tout. Je suis désolé, et ça chacun peut avoir son opinion, mais taxer les GAFAM, je suis bien sûr pour, mais je ne donne aucune confiance au MR pour être le fer de lance pour taxer les GAFAM. Je crois que le passé peut étayer ça. Bon, ceci dit, il faut faire quelque chose, c'est évident. Philippe l'a dit que l'idée de sortir complètement les artistes de la sécurité sociale est quelque chose qui nous heurte. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on veut confiner les artistes dans le chômage. Il y a quelques idées et que Philippe a déjà évoquées, que l'on soupèse pour l'instant et sur lesquelles justement on veut mener des débats plus larges. Je dis plus larges parce que évidemment on en a déjà débattu à la fois en interne et à la fois avec un certain nombre de représentants du secteur. Et notre idée, c'est que trouver un vrai statut et une solution pour stabiliser le revenu d'acteurs du secteur de la culture, ça passe par différents axes. Donc c'est pas une solution simpliste. Il faut différentes choses. Et parmi ces différentes choses, il y a garder
des règles particulières pour l'allocation de chômage, parce que qu'on le veuille ou pas, et c'est malheureux, et on veut bien sûr sortir du chômage structurel une majorité de travailleurs du secteur, mais il faut que ça reste un filet de sécurité sur lequel on puisse retomber entre les contrats qu'on a, parce que voilà, dans le secteur, l'intermittence entre les contrats est consubstantielle. Donc, et ça, on dit, oui, mais là, ne parlons pas non plus d'artistes. Il y a des travailleurs intermittents, dont beaucoup sont des artistes, mais pas uniquement. Mais il faudrait sans doute améliorer les dérogations au régime actuel de l'ONEM pour tous ceux qui ont des revenus intermittents. Qu'ils soient dans un métier plus ou moins artistique, ça a finalement peu d'importance. Pour ce volet-là. À côté de ça, il y a des volets plus structurants, plus valorisants, je crois, comme l'a évoqué Philippe, qui est au niveau des secteurs de créer des sources de financement via des fonds sectoriels. Et là, c'est réservé bien sûr au secteur de la culture. Par exemple, d'avoir un système de bourse, mais qui serait financé par le secteur et par un fonds du secteur. Pour répondre à cette interpellation qui est souvent faite et qui est tout à fait correcte, de dire que dans le métier d'artiste, ou dans certaines spécialités du métier, tout un temps, on peut travailler, par exemple, pour élaborer quelque chose sans être payé, et ce n'est qu'après qu'on est payé. Donc, il faut ce paiement différé, il faut trouver un mécanisme pour le renverser. Mais on retrouve ça un petit peu aussi dans la recherche scientifique, par exemple. Et donc, des mécanismes peuvent exister, notamment sur base de fonds sectoriels. Après, il faut se pencher aussi sur la manière dont aujourd'hui se font les financements publics du secteur de la culture. Et par exemple, on a une remarque qui revient régulièrement de dire comment ça se fait que dans l'usage des financements publics, les institutions culturelles n'ont aucune obligation en termes de qualité de l'emploi qu'elles proposent. On voit des institutions culturelles qui utilisent des fonds publics pour payer des artistes en RPI. Je suis désolé, les RPI, c'est pas une solution. Les RPI, c'est quelque chose qu'on doit supprimer. Alors, on va pas le supprimer du jour au lendemain parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas de solution, mais c'est quelque chose qui à terme doit être supprimé. C'est un pis-aller qui aujourd'hui a été complètement dévoyé et qui entretient un cercle vicieux de précarité. Donc c'est quelque chose qui doit être supprimé. Qu'on utilise de l'argent public pour payer des gens en RPI, c'est un scandale. Donc voilà, on pense qu'il faut réfléchir à une réponse complexe. Et celle du MR, même si elle donne quelques pistes intéressantes, et si elle a le mérite au moins de mettre le débat à l'ordre du jour, nous semble simpliste et un peu confuse dans certaines choses, mais ça ne nous étonne pas trop parce que ce sont justement les sujets sur lesquels le MR depuis toujours veut un peu porter le fer, la sécurité sociale, l'histoire d'un revenu universel mais qui serait finalement en complément à des petits boulots, etc. etc. Voilà. Pas question de revenu universel pour fragiliser en fait non seulement le travailleur mais aussi notre système de redistribution ou de mutualisation des risques qu'est la sécurité sociale. En effet, et aussi peut-être cette idée de mettre une espèce de ministère fédéral de la culture, comme le mentionnait, je ne sais plus si c'est dans la Revue Nouvelle ou la carte blanche de la Smart, c'est de dire, ben voilà, c'était quelque part une manière de faire un régime d'exception qui deviendrait très vite un régime d'extinction. Et je trouvais la formule assez forte parce que si on ne considère le statut que pour les artistes et dans le secteur culturel, alors qu'on est à une époque où l'intermittence est en train de prendre beaucoup d'ampleur, ben ce serait évidemment un coup à diviser et plus du tout à protéger qui que ce soit. Alors j'ai un petit message qui m'est arrivé par rapport à ça de Claire, qui est comment barrer la route au MR, parce que clairement ce serait une catastrophe pour nos secteurs. Certains se font avoir par leurs propositions illusoires. Je m'inquiète de voir beaucoup de personnes ou partir dans leur sens ou être complètement effrayées, et ces émotions bloquent un jugement de bon sens. Voilà. Donc est-ce que par exemple la CSC pense
écrire une carte blanche ou quelque chose pour répondre au MR point par point à leurs propositions pour éclairer quelque part leurs affiliés. Enfin, je pense que le MR agit plutôt dans une logique qui est la logique individualiste, évidemment. Hein. Donc c'est clair que ils sortent des propositions comme celle-là, qui sont des propositions plutôt à caractère individuel, alors que les syndicats, en général, la CSC, bien entendu, on est plutôt pour des solutions collectives, ce qui veut dire que dans toutes nos prises de position, on va plutôt privilégier la recherche d'un meilleur statut des travailleurs de manière collective et qui s'applique de manière égale à tous. Et donc, on va certainement avoir des réactions par rapport à la proposition du MR. Actuellement, c'est la seule qui est sur la table. Mais donc voilà, ça a le mérite qu'on parle effectivement du statut des artistes et que c'est inscrit quelque part dans la déclaration de politique fédérale. Donc il y a des propositions à ce niveau-là. On fera entendre notre voix en tant que CSC, mais ce sera clairement dans des logiques de prise de position collective, en disant que le collectif, il ne faut pas non plus que ça rabote toutes les particularités qui font la richesse d'un secteur, et Dieu sait si le secteur culturel peut être riche aux particularités, mais bon voilà, c'est un peu la position que je peux vous dire pour le moment. Ça c'est clair qu'on va réagir par rapport à ça en tout cas. D'accord. Et aussi cette réflexion qui est de dire qu'il n'y aura pas comment dire, d'amélioration du statut sans avoir une coopération entre les niveaux de pouvoir fédéral et communautaire, puisque comme Martin Willems l'a rappelé, en fait les pouvoirs publics eux-mêmes ne sont pas du tout respectueux d'une part des conditions de travail artistiques et d'autre part ne font pas du tout attention quand ils donnent des subventions à comment, enfin en tout cas ça a un petit peu changé mais pas beaucoup, et donc à ce niveau-là en effet la proposition du MR semble complètement planer au-dessus des conditions réelles actuelles des artistes quand ils évoquent les 156 jours prestés en 3 ans. Oui, comment, quoi, quels sont les niveaux de rémunération, tout ça est passé un peu à la trappe. Moi, je suis très inquiet sur les réactions sur le MR. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de réactions sur les forums qui sont justement sur les aspects concrets, le nombre de jours, etc. Et à cause de ça, on passe à côté de l'interpellation sur les principes. Alors je sais que ça fait écran de fumée, hein, on dit autant de jours, ah mais non c'est beaucoup trop, si c'était moins ce serait mieux, mais c'est pas si c'était moins ce serait mieux, c'est autrement que ce serait mieux. C'est pas moins de jours, c'est des autres formes de jours ou des autres formes de prise en compte des réalités. Et donc ça c'est un premier problème. Et deuxième problème, est-ce que l'ACSC va faire quelque chose? L'ACSC publiera certainement des positions, mais l'ACSC, moi j'aimerais bien que demain ce soit les gens du terrain et que nous on soit les médiateurs de ce que les gens disent. Donc un des objectifs de la plateforme, c'est qu'on ne dise plus qu'est-ce que vous faites à la CSC, c'est qu'on puisse venir à la CSC pour dire ce qu'on pense. Donc la logique, elle est là. Donc oui, en attendant, c'est sûr que tant qu'on n'aura pas créé cette base et cette communication-là, on dira ce qu'on pense aussi, mais j'aimerais bien que ce soit plus incarné que ça. Oui, bien sûr. Et bien justement, là, il y a de nouveau une deuxième question de Claire à ce propos-là. Et puis je passe à d'autres questions, hein, puisque en fait, mine de rien, on est passé aux questions. Hein, c'est la magie du débat. Alors, elle demande si vous ne trouvez pas qu'il faudrait des campagnes de communication plus percutantes par rapport à ce type de proposition. Donc, on imagine hein, ce qu'on peut voir parfois, vraiment des choses des campagnes qui mettent vraiment en question de manière percutante les propositions du MR. Je pense que si on fait une base de travailleurs du secteur, on aura tous les outils pour faire des campagnes percutantes parce qu'il y a beaucoup de créativité et de capacité d'expression parmi les travailleurs. C'est là qu'on va les prouver, les possibilités de faire des campagnes percutantes. Aujourd'hui, on peut par le biais de la plateforme faire quelques slogans, mais ça n'a pas la même portée que si ça vient du terrain. Et je pense que l'objectif, c'est vraiment de faire ça, c'est d'organiser la parole du terrain pour que ce soit percutant. Je sais bien que ça a l'air un peu comme ça du concept, mais c'est la nature du travail syndical, ça. Bon, après, c'est vrai qu'en fait, nous, des personnes du terrain, on travaille déjà énormément en fait à rattraper
à rattraper des contacts, etc. Et donc, en général, on est assez épuisé, mais je comprends bien ce que vous soulignez. Une autre question qui nous arrive, alors, c'est comment faire pour être représenté syndicalement alors que nous sommes intermittents. Pour l'instant, nous ne votons pas pour élire un représentant syndical, vu que nous ne sommes pas sous CDI et donc nous ne participons pas à ce genre d'élection, alors que nous sommes des travailleurs de l'art. Est-ce que cette nouvelle plateforme pourra être utilisée pour proposer des actions collectives? Donc, deux questions en fait. Donc, la première chose, c'est, voilà, en fait, une remarque qu'on a déjà soulignée, c'est qu'en tant qu'intermittent, si on ne fait pas partie d'une structure, on n'est pas représenté au sein du syndicat. Et donc, il pose la question comment faire. Je l'ai un peu posé tout à l'heure, mais je voulais répondre. Donc, une question très, très classique dans le syndicat, comment est-ce qu'on représente les publics? Donc, dans les structures syndicales, il y a les travailleurs classiques qui sont représentés par des centrales. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle des groupes spécifiques à la CSC. On a un groupe de jeunes CSC, on a un groupe de travailleurs sans emploi, on a un groupe de femmes CSC. On a tous ces publics-là qui sont organisés dans ce qu'on appelle les groupes spécifiques. Rien ne nous empêche, à partir du moment où on a fait la plateforme, de faire avec Transcom et avec la CNE, en s'appuyant sur les fédérations, des groupes de travail spécifiques comme ça, où on ne peut pas créer une centrale d'artistes. Ça, c'est pas possible. Mais on peut créer un groupe spécifique d'expression qu'on peut faire reconnaître à l'intérieur de l'organisation syndicale pour qu'il porte la parole du secteur. Et ça, c'est quelque chose que moi, je veux qu'on fasse. Je pense déjà une première très bonne chose, en fait, parce que ce qui est relativement difficile quand on est dans le secteur artistique, je pense, c'est qu'on a l'impression de historiquement être très en retard socialement parce que les structures syndicales qui sont bien implantées dans le secteur public et dans le secteur privé, dans les secteurs culturels, on a l'impression d'être comment dire, comme des no man's land, dans un no man's land. Donc voilà. Mais par rapport à la CC de Bruxelles, il y a des représentants des groupes de travailleurs sans papier qui siègent à la fédération. Donc c'est un exemple. Comparaison n'est pas raison, mais ça veut dire qu'on peut vraiment représenter des publics en dehors de la structure classique. Oui, et par rapport à ce que tu dis, Céline, effectivement, les syndicats à l'heure actuelle se rendent compte qu'ils ont été construits sur base des entreprises structurées, en fait, de grands nombres, qui reprennent un grand nombre de travailleurs, et donc on est historiquement sur des grosses structures avec beaucoup de travailleurs occupés au même endroit, et donc on se rend compte maintenant que la situation économique et la situation des travailleurs change, et donc on n'est pas dans la même structuration d'entreprise. On a des entreprises réseau maintenant, on a des travailleurs freelance, on a toute une série de publics, de travailleurs qui ne rentrent pas dans nos structures traditionnelles, et donc il y a clairement une interrogation par rapport à notre propre structure, mais c'est pas facile à faire changer les choses du jour au lendemain. C'est quelque chose qui date de plus d'un siècle, et donc voilà. Mais quelque chose comme United Freelancer, par exemple, est une initiative, à mon avis, qui va vraiment, et la plateforme culture également, bien entendu, va dans le sens d'aller vers une nouvelle forme de travailleurs, de nouvelles formes d'organisation d'entreprise, et on est vraiment dans cette réflexion-là pour le moment, quoi. Mais peut-être que Martin peut compléter ma réflexion sur le sujet, ouais. En tout cas, donc Donc en effet, beaucoup de travailleurs, enfin tous les travailleurs atypiques, et ils sont nombreux dans la culture, qu'ils soient sous statut indépendant, qu'ils soient indépendants complémentaires, qu'ils travaillent en RPI, qu'ils aient des CDD intermittents, ils ne peuvent pas être, on ne peut pas utiliser les outils du syndicalisme classique. Donc en effet, les élections sociales, ça n'existe pas. Mais même des outils comme la délégation syndicale, même des conventions collectives de travail, ce qu'on négocie en commission paritaire, actuellement en Belgique ne couvre que les travailleurs salariés. Donc c'est un énorme problème, et ce problème on le prend à bras le corps parce que le droit de tous les travailleurs de s'associer, d'être représentés, de négocier leurs conditions de travail, il existe dans les textes internationaux pour tous les travailleurs, quel que soit leur statut. Et la situation belge n'est pas conforme à ce droit supérieur. Mais autant on peut faire du ski en dehors des pistes, autant nous syndicalistes, on doit se dire, ok, il est temps maintenant
de recréer du syndicalisme pour les travailleurs qui ne sont pas dans les sentiers, qui n'existent pas dans les sentiers battus, et de faire finalement ce qu'on a fait au XIXe siècle, hein, quand on a commencé le syndicalisme. Tout ce dont j'ai parlé, toutes les structures qui permettent le dialogue social aujourd'hui n'existaient pas. On l'a fait quand même, on les a créées. Apparemment, on les a mal créées, ou certains ont joué à les contourner, de sorte qu'aujourd'hui une partie des travailleurs tombe à côté. Mais voilà, c'est notre travail de les reprendre et de faire ce syndicalisme hors piste s'il faut, jusqu'à ce qu'on crée de nouveau des structures plus englobants. Mais on a cette flexibilité maintenant, et la création en effet d'United Freelancers en est le symbole. Et pour être très concret, ils me corrigeront si ce n'est pas le cas, mais c'est le rôle de Marc et de Philippe d'animer, outre d'animer un site, de consulter via le site, d'aller voir les fédérations existantes, d'animer aussi un comité de travailleurs de la culture. United Freelancers étant la porte d'entrée, on a aussi comme mission de repérer parmi les nombreux dossiers ceux de travailleurs qui aimeraient aussi s'investir dans un travail de réflexion à plus long terme, de les transmettre à Marc, de transmettre leurs coordonnées à Marc et à Philippe pour qu'ils puissent participer à un tel comité, un comité de réflexion. Tu t'en rappelles, Céline, lorsqu'on s'est rencontrés, j'ai dit aussi, tiens, est-ce que Fakir, qui est déjà une organisation, bien sûr, de travailleurs dans un des sous-secteurs de la culture, peut transmettre le message et peut nous envoyer quelques noms de personnes qui aimeraient participer à ce travail. Et donc, voilà, il faut le faire. Il faut être pragmatique, faut faire les choses à la bonne franquette, je dirais, mais il faut les faire. Oui, oui, tout à fait. Et donc, concrètement, par exemple, quelqu'un qui voudrait s'investir dans ces groupes de travail vous contacte via la plateforme et vous propose voilà, de participer à un groupe de réflexion. C'est ça, concrètement, c'est ce qui me revient en fait. Comment oui, c'est ça. Et Philippe n'a oublié de mettre, mais peut-être qu'il peut le projeter maintenant. Il y avait dans les slides aussi un numéro de téléphone et une adresse email. Et via ça, voilà, ça c'est la porte d'entrée. Et via ça, tout après se déroule, et c'est nous qui organisons les choses. Ouais. Peut-être que tu peux rappeler ce numéro de téléphone, Philippe. Je ne le connais plus par cœur, mais il était dans la présentation. Ils sont sur la page d'accueil de la plateforme, donc c'est cc-culture.be. D'accord. Alors, une question, ben voilà, Nicolas qui revient avec la question de la centrale, qui dit pourquoi pas une centrale d'artistes? Parce que les centrales, ça on peut. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire une centrale d'artistes, hein, mais on ne peut pas aller contre l'histoire, et le syndicalisme, il s'est structuré sur différents types de centrales. Il y a les centrales qui étaient sectorielles pour la plupart, donc des centrales qui travaillaient dans le secteur de la chimie, dans la métallurgie, dans le textile, et des centrales, ou la centrale des services publics, et des centrales qui se sont construites sur le statut. Donc la centrale des employés, ben, c'est tous les employés de tous les secteurs. Le service public aussi, c'est tous les statutaires des services publics, et ça se confondait à un certain moment puisque tous les travailleurs du public étaient statutaires, ce qui n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, toutes ces frontières-là sont occupées à tomber, et on est dans un grand travail de réflexion sur ce qu'on appelle les frontières syndicales. Et donc des centrales, on n'en fera pas des nouvelles. Par contre, il y a beaucoup de regroupements, beaucoup de travail en réseau de centrales, et c'est ce qu'on fait pendant le Transcom et la CNE sur la problématique culture. Et donc, on ne va pas faire une nouvelle centrale des artistes, d'une part parce que on ne veut pas faire une centrale d'artistes, on veut faire une centrale des travailleurs de la culture au sens général et pas seulement des artistes, et que en plus, l'affectation de ces travailleurs-là est tellement intersectorielle, puisqu'elle va dans le marchand, dans le non-marchand, dans le public, que c'est contradictoire avec ce que fait une centrale professionnelle classique. Donc on doit trouver une autre façon de travailler, et pour le moment, cette façon de travailler, c'est une articulation des gens qui, dans des centrales différentes et des services différents, s'intéressent à la question. Et puis via cette plateforme, en fait, j'imagine, comme cette plateforme que vous initiez, centralise toutes les questions, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette plateforme, cette plateforme, elle étend pour le syndicat en tant que bureau de paiement
en cas de problème avec le chômage, avec le statut, etc., que en tant que militance au sein même d'un organisme, si on a un problème avec un employeur, par exemple. Donc, cette plateforme, elle a vraiment pour objectif de centraliser ces deux casquettes que sont devenus les syndicats aujourd'hui, et c'est franchement pas évident puisque vous êtes en lien avec l'ONEM et en lien avec le politique et les travailleurs et les employeurs. Donc cette plateforme, elle a vraiment pour objectif de faire tout ce travail-là de centralisation. Moi, je voudrais rajouter par rapport à ce que Philippe a dit, qu'effectivement, ça ne se voit pas beaucoup de l'extérieur, mais vu de l'intérieur, mettre ensemble deux centrales syndicales de la CSC et des services de la CSC, tout ça sur une plateforme et assurer la coordination de ces acteurs, c'est pas du tout évident à organiser. C'était déjà dans l'air du temps, il y avait déjà l'idée qui existait chez nous depuis quelques années, mais c'est clairement la crise sanitaire et les interpellations des artistes et des techniciens, etc. du secteur qui nous ont poussés à mettre en place cette plateforme, mais c'est pas évident du tout, puisqu'il y a les vieilles habitudes et les vieilles structures qui nous dominent encore malheureusement. Mais c'est voilà. Et donc effectivement, comme tu dis, Céline, sur cette plateforme, on se veut à la fois le fournisseur de services le plus efficace possible pour les problèmes de chômage, notamment des travailleurs, mais également le porte-parole, si les travailleurs le veulent bien, en tout cas, le porte-parole de la CSC Culture, quoi. Donc on est vraiment dans une situation de coordination, et c'est pas évident pour nous. Il faut savoir ça de l'intérieur. Ça a vraiment été un travail assez complexe, quoi. Ouais. Et moi, je propose qu'on arrête de parler centrale parce que les centrales, c'est notre division interne. C'est bon et bon, comme toute grosse organisation, il faut bien des divisions quelque part. Bon, il n'existe pas non plus une centrale du nettoyage ou une centrale de l'ORECA, mais peu importe. Ce qui est important, je crois, pour tout le monde aujourd'hui, c'est de dire il existe dans la CSC un secteur culture. C'est un secteur, c'est-à-dire il existe une vie syndicale d'un secteur organisé en tant que tel qui se reconnaît comme un secteur qui doit prendre position sur un certain nombre de thèmes. Ce secteur, après, où est-ce qu'il est exactement dans l'organisation complexe de la CSC, c'est moins un problème pour les gens. C'est en tout cas notre responsabilité de faire en sorte que ça soit invisible, ces divisions, et c'est pour ça qu'en effet, il y a une porte d'entrée unique. Et cette porte d'entrée, c'est le site CSC Culture, c'est l'adresse email CSC Culture, c'est le numéro de téléphone auquel derrière lequel il y a une permanence et auquel, en effet, tout travailleur du secteur de la culture peut appeler. Et alors nous, après, on fera l'aiguillage. S'il s'agit d'un problème purement, je dirais, technique de chômage, on l'aiguillera vers le bon endroit dans nos arcanes du service de chômage. S'il s'agit d'une question plus politique, on l'oriente là où ça doit aller. Et ça peut être un mélange des deux. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça aussi qu'on veut cette porte d'entrée unique parce que c'est souvent, je dirais, malheureusement, à travers un problème administratif qu'on remarque le problème plus fondamental de conditions de travail qu'il y a derrière. Oui, tout à fait. Et puis surtout, je pense que dans la tête de pas mal de travailleurs culturels, la division problématique chômage, donc c'est-à-dire statut appliqué, ou la problématique politique, militance avec un employeur ou avec un problème vraiment politique, tout ça c'est un gros mélange, et que donc c'est pas mal d'avoir une porte d'entrée unique pour que vous puissiez faire les redirections nécessaires. Alors j'aimerais bien passer un peu à des côtés pratiques avec les mesures Covid qui ont été décidées le 15 juillet. On sait que l'ONEM a freiné un peu des quatre fers pour les appliquer. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles à ce niveau-là, mais en tout cas, j'ai deux questions très concrètes. Donc, de cas. Alors, il y a Toine, d'abord, qui nous écrit et qui dit « Je dois renouveler mon statut d'artiste ce 22 décembre, 3C4 et contrat, mais je n'arrive à joindre personne de la CSCXL. J'ai pourtant essayé par téléphone, mail et courrier postal depuis quelques semaines. Comment puis-je rendre mes documents et assurer le maintien de mes droits ?» Donc c'est très très concret. Oui, j'ai une réponse concrète pour toi. Donc un des éléments,
il y en avait plusieurs, mais un des éléments de la loi du 15 juillet a été de dire que tous ces délais étaient, quoi qu'il arrive, reportés jusqu'au 31 décembre. Donc de toute façon, il ne doit pas, enfin maintenant pour Toine, entre le 22 décembre et le 31, il n'y a peut-être pas énormément de différence, mais en tout cas, je crois qu'il y avait dans les questions, il y avait un autre cas où la personne devait renouveler en juin. Voilà, de toute façon, il est prolongé jusqu'au 31 décembre de cette année. Alors, il faut savoir aussi, on n'en a pas parlé, mais que sur cette loi du 15 juillet, bon, c'est une loi qui comporte un certain nombre d'adaptations à ces règles spécifiques du chômage dont j'ai parlé. Il faut savoir que malheureusement, ça ne se fait pas d'un coup de cuillère à peau. Entre la loi, entre le fait que l'ONEM chapeaute les organismes de paiement, hein, c'est eux qui décident in fine s'ils octroient ou pas. Hein, donc, et l'ONEM, c'est pas les syndicats. L'ONEM, c'est l'Office national de l'emploi. Avant que l'ONEM adapte ses procédures, ses directives, que les organes de paiement, et il y a un organe de paiement à la CSC, soient aussi habitués aux nouvelles règles, il faut un certain temps. C'est pour ça qu'une de nos premières demandes qu'on a transmises aux politiques et sur lesquelles on insiste, c'est de prolonger d'1 an cette loi du 15 juillet. Attention, c'est pas pour la prolonger de manière indéterminée, parce qu'il y a là-dedans des choses qui ont vocation à être temporaires, qui doivent rester temporaires. Mais en tout cas, ça n'aurait pas de sens de dire elle est valable du 15 juillet jusqu'au 31 décembre et puis plus rien. On a à peine commencé à s'adapter à la loi du 15 juillet qu'on devrait déjà en janvier changer les règles. Donc, je peux répondre à Toine que peut-être la prolongation de son statut d'artiste sera au-delà du 31 décembre. En tout cas, si c'est 31 décembre, ça veut dire que le premier paiement qui lui sera fait et qui ne tomberait plus, ce serait fin janvier. Donc, il a le mois de janvier pour le renouveler si la loi n'est pas prolongée. Et pour le renouveler, il a juste ces documents à envoyer. Alors, c'est vrai, les centres de services sont fermés au public. Je le regrette personnellement parce que je pense qu'à un moment, il faut quand même se réouvrir. Mais il peut tout faire, tout peut être fait. Et dans son cas, ça peut être fait, je crois, par email. Et donc, il envoie tout ça, il scanne et il envoie tout ça à xl@acv-csc.be. Il peut l'envoyer aussi en copie à l'adresse CSC Culture. Il envoie des scans, donc il garde bien les originaux. Il peut aussi mettre les originaux dans la boîte aux lettres du service du centre de service de la CST à la rue Malibran. Mais son cas ne devrait pas poser problème, j'espère en tout cas. Et il a un numéro de téléphone où il y aura des personnes qui vont répondre s'il a vraiment un problème. D'accord. Donc il y a toujours moyen de faire ça par mail. C'est vrai que parfois quand on envoie des mails, c'est un peu flippant de ne pas avoir de réponse en fait, même si ça a été bien reçu. Pour ce qui est des mesures, je pense que il y a dans un projet de loi du gouvernement fédéral de prolonger jusqu'au 31 mars 2021. Bon, ce sera sûrement pas suffisant. Votre demande, c'est que ce soit prolongé encore d'1 an. Donc jusqu'au 31 décembre 2021, c'est ça? Oui. Voilà. Donc bon, ça c'est encore à voir, mais en tout cas, apparemment, jusqu'au 31 mars 2021, c'est quasiment acquis ou complètement acquis. Alors, une deuxième question par rapport justement à ces mesures Covid. J'avais le statut d'artiste au début de l'année. La date anniversaire pour le renouvellement était le 9 juin 2020. Fin février, j'ai commencé un travail à temps plein dans le secteur culturel, mais pas en tant qu'artiste. C'est un contrat d'une durée d'1 an qui se termine le 21 février 2021. Je n'ai pas rentré de contrat artistique avant le 9 juin, ni jusqu'à présent. Travaillant à temps plein, il m'est difficile de trouver et de préparer des prestations artistiques, surtout en période Covid. J'ai entendu il y a quelques mois que les dates anniversaires étaient reportées à la fin de l'année 2020. Est-ce toujours le cas? Impossible de prester en ce moment. Y a-t-il un autre report? Et finalement, le 23 février 2021, pourrais-je retrouver mon statut? Voilà. Donc là, il y a plusieurs questions qui se posent en fait. Donc oui, il va y avoir un report, comme tu l'as dit, au moins jusqu'au 31 mars. On espère même, nous insistons pour qu'il soit plus long. Après, bon, et ici, je ne fais que répéter les règles de l'ONEM, c'est pas moi qui les fais, et je suis le premier à dire qu'elles devraient être autres. Mais lorsqu'il faudra le renouveler, la règle, il la connaît, hein, j'imagine, puisqu'il y fait allusion, c'est de pouvoir prouver 3 prestations sur l'année qui est écoulée, 3 prestations artistiques. S'il n'en a pas fait, il n'aura pas. Il n'aura pas le statut d'artiste. Mais ça pose quand même aussi une question. J'interromps parce qu'en fait, ça pose aussi la question, et en relisant là pour le débat la proposition RISA
par rapport à une amélioration du statut d'artiste, c'était une des choses qu'ils avançaient, c'est de dire pourquoi on doit toujours, une fois qu'on a une fois qu'on a acquis le statut d'intermittent, hein, ne parlons plus d'artiste, pourquoi on doit toujours diviser les prestations artistiques et les prestations non artistiques. On sait très bien qu'en tant qu'artiste, on fait des choses artistiques et on fait des choses non artistiques, parfois à titre rémunérateur. Et donc là, en fait, comme il a accepté un contrat d'1 an, j'imagine, parce qu'il n'avait pas trop le choix, qui sera non artistique, il va directement être éjecté de son statut d'artiste. C'est quand même problématique parce que du coup, ça empêche des artistes qui ont parfois du mal à démarrer dans leur carrière de passer, d'être flexibles, de passer de l'artistique au non artistique. Et ça, je sais que la proposition ESA avait mis ça sur la table et je trouvais ça je ne sais pas quelle est votre position par rapport à ça, mais ça me semble quand même intéressant aussi à mettre en valeur dans une future amélioration du statut. Mais on est tout à fait d'accord sur le fait que, c'est pour ça, enfin, je l'ai expliqué, hein, peut-être maladroitement, que, en tout cas, les règles de chômage qui doivent prendre en compte le phénomène de l'intermittence, ce qu'elles ne font pas aujourd'hui, hein, avec les fameuses règles de prouver 300 et des jours sur 2 ans, etc. Bon, c'est pas calqué pour l'intermittence. Elles doivent évoluer. On est demandeur qu'elles soient plus élargies. Et dès lors qu'on ne parle plus d'artistes, pour le chômage, hein, je parle du chômage, hein, je parle pas après de ce qu'on fera au niveau sectoriel, mais pour le chômage, ne plus parler d'artistes, c'est aussi supprimer des règles un petit peu bizarres et très contestables de dire oui, vous devez avoir 3 prestations artistiques. Oui, mais c'est quoi 3 prestations artistiques? Pour revenir sur le cas précis, hein, cette personne aura eu l'avantage, en tout cas, d'avoir eu une prestation d'un an, si j'ai bien compris, dans un régime continu. Donc, il aura sans doute droit au chômage, pas en tant qu'artiste, mais artiste, c'est pas un chômage particulier, c'est simplement ouvrir le droit au chômage. Donc, il aura ce droit qui est ouvert. Après, s'il redevient malheureusement intermittent, je crois qu'à ce moment-là, il pourra montrer des prestations artistiques. Mais qu'il passe par les 2 canaux qu'on a indiqués et on observera ça de près avec lui. Très bien. Alors, en fait, oui, ça c'est aussi une des choses qui revient, et c'est pas du tout une bombe que je lance comme ça, mais c'est vrai que souvent les employés et qui sont dans les bureaux de paiement ne sont pas spécialement au courant de ce qui doit être fait et de ce qui est appliqué dans les règles. Et c'est compliqué, j'imagine bien, qu'avec en plus tous les changements de la crise sanitaire. Mais par exemple, il me revient par exemple, voilà, quelqu'un qui écrit quid des employés qui disent qu'on ne doit rien envoyer en fait. Voilà, apparemment il y a des employés qui ont dit au téléphone non, surtout n'envoyez rien par mail, apparemment de ce que je comprends, alors que vous dites voilà, il faut envoyer par mail. Donc en fait, voilà, le problème aussi, c'est à un moment donné de centraliser les informations et que tous les employés, et là je ne parle pas que de votre syndicat, je parle de tous les syndicats parce que c'est dans tous les syndicats pareil, en fonction de l'employé qu'on a au bout du fil, on aura des informations différentes. Comment faire pour qu'à un moment donné, il y ait une feuille de route qui soit communiquée à tous les employés dans les bureaux de paiement en disant voilà ce qu'il faut pour spécifiquement les artistes et les intermittents parce que leur cas est en général assez particulier. Donc, leur cas est en effet particulier. Il fut un temps où il y avait des bureaux spécialisés dans certains centres de services de la CSC. Aujourd'hui, on a pris le parti de faire une porte d'entrée unique pour ceux. Enfin, on peut toujours aller directement dans les centres de services, mais ceux qui estiment qu'il y a un problème à ce niveau passent par cette porte d'entrée qu'on a indiquée et nous aiguillerons. Et donc on répondra à la personne. Bon, maintenant, pour revenir sur le système chômage, et je ne veux certainement pas une excuse, hein, mais n'oublions. Je sais que le système chômage est pour beaucoup d'artistes, parce qu'ils sont souvent confrontés avec, pour eux, le syndicat, c'est finalement le bureau de paiement du chômage. Ce n'est qu'une façade administrative. Et derrière, il y a toujours les décisions de l'ONEM. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui sont. Alors, c'est toujours pénible pour tout le monde, moi aussi, d'avoir affaire à une façade administrative avec son côté très carré, etc. Sachant que derrière, et c'est un peu
le beau rôle que donne l'ONEM, parce que c'est eux qui finalement décident oui, non, où il n'y a pas assez de documents ou ceci, et donnent la mission après aux organisations syndicales d'annoncer ces mauvaises nouvelles ou de faire ce travail d'avoir l'air un peu bête devant l'affilié. Et on est bête de dire ah ben non, finalement c'était pas le document qu'il fallait, c'était un autre, repasser, etc. Bon. Le syndicat, c'est beaucoup plus que l'organisme de paiement. Je crois qu'on l'a bien dit aujourd'hui. C'est aussi un organisme de paiement. C'est bien pour ça qu'on dit cette porte d'entrée pour tous les travailleurs du secteur culturel. On peut y accéder aussi pour les problèmes de chômage. Je l'ai dit souvent, les problèmes sont mêlés de toute façon. Et donc, on prend cet engagement de faire ce débroussaillage et de l'aiguiller au mieux. Et en essayant de ne pas envoyer l'affilié après à Outsiplou en lui disant c'est pas nous, c'est un autre. Bon, quelqu'un a demandé, j'ai vu dans les questions écrites, c'est intéressant de dire oui mais combien vous êtes payé pour un dossier de chômage que vous traitez et vous êtes payé plus pour les dossiers de chômage d'artistes. Non, on n'est pas payé plus pour les dossiers de chômage d'artistes, même s'ils sont de facto souvent plus compliqués que les autres dossiers. Bon, maintenant, attention, hein, ces artistes, il n'y a pas que les dossiers artistes qui peuvent être compliqués. Un dossier dans un autre secteur peut aussi être compliqué. Mais on n'est pas payé plus. Et combien on est payé exactement? On est payé 3 fois moins que payé la CAPAC. La CAPAC étant l'organisme résiduaire, celui de l'État, et dont tout le monde sait que le service est encore beaucoup plus mauvais que celui des organisations syndicales. Et ce service pour les organisations syndicales, ce service chômage de paiement, il est déficitaire. Donc on perd de l'argent dessus. Donc ce qu'on est payé par l'État pour rendre ce service ne suffit pas à couvrir nos coûts. Bon, ça n'excuse rien, ça explique que voilà, on ne peut pas mettre non plus beaucoup plus de personnel parce qu'on est déjà déficitaire, on ne peut pas avoir des heures d'ouverture beaucoup plus étendues, on ne peut pas avoir du personnel beaucoup mieux formé. Bon, et c'est difficile pour le personnel aussi. Bon, mais je sais bien, celui qui veut son dossier résolu ne va pas s'arrêter à ça. Il veut que son dossier soit résolu. C'est bien pour ça que on ouvre une nouvelle porte. Mais je voudrais dire aussi, puisque c'est la question qui vient, et en disant si c'est déficitaire, pourquoi vous faites ça, organisation syndicale? En plus, ça vous donne une mauvaise image, et en plus vous perdez de l'argent dessus. Pourquoi est-ce que vous le faites? Eh bien, je réponds parce que c'est quand même important. On le répond parce que le chômage, c'est une invention des syndicats. C'est pas une invention de l'État, c'est les syndicats, les organisations syndicales, les travailleurs ensemble, parce que les syndicats, c'est jamais que les travailleurs ensemble, qui ont décidé à un moment de se faire des caisses de solidarité. Et avant, c'était organisé par syndicat. Et on était affilié à un syndicat, et lorsqu'on n'avait plus de travail, eh ben, on allait à son syndicat, et à ce moment-là, on allait tout. Et puis, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est une très bonne chose en soi, on a voulu universaliser le droit. C'est la création de la sécurité sociale. Et on a créé alors l'ONEM, qui uniformisait les droits, et finalement, il ne fallait même plus être syndiqué pour y avoir droit. On peut aussi passer par la CAPAC. Oui, ça a eu, je trouve que c'est magnifique d'avoir quelque chose comme ça qui a été créé par les travailleurs, qui est repris après par l'État et qu'il étend à tout le monde. Mais on ne veut certainement pas arrêter de le faire parce que ça vient de nous, c'est l'essence même, ça symbolise la solidarité entre les travailleurs et on va pas nous en déposséder, on va pas dire maintenant, ok, on aime, occupe-en toi et malgré ce que voudrait peut-être la NVA qui dit qui ose demander pourquoi c'est les organisations syndicales qui payent le chômage. Mais bon Dieu, c'est parce que c'est nous qui l'avons inventé. Enfin, nous, c'est vous aussi, hein, c'est tout le monde, nous tous qui sommes ici, parce qu'on l'a inventé et on va pas nous en déposséder. Et c'est ça qui fait le ciment entre les travailleurs et c'est ça qui bâtit après, qu'on peut après se voir et dire oui mais finalement est-ce qu'on ne doit pas aussi modifier le système et viennent à ce moment-là et commencent les réflexions politiques et la défense des intérêts politiques. Voilà. Oui, merci. Alors je vais déjà temps de clôturer en fait, c'est terrible. Je me dis que en fait il faudrait faire ce style de débat souvent, hein, le plus souvent possible en fonction de nos disponibilités. Hein, je pense que ça vaudrait vraiment la peine et avec encore pas mal de questions. Alors plusieurs choses me viennent en tête, c'est-à-dire que d'une part, il y a un gros travail évidemment au niveau du statut et que cette plateforme pourra donner la parole à la base, ou vraiment à la base du secteur et ça je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose aussi que toute personne dans le secteur culturel puisse poser des questions via cette plateforme. La question en effet de la représentation pourra passer aussi par là et je pense que c'est très bien de l'initier le plus rapidement possible parce que
ce qui manque en effet dans notre secteur, c'est peut-être justement une solidarité, mais une réelle solidarité. Là, on est solidaires les uns avec les autres parce qu'on est vraiment en crise, mais il faudrait vraiment une solidarité encore plus active. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire pression sur le politique et à améliorer les situations. Concernant les questions qui restent, soit on essaiera d'y répondre par écrit et on postera les réponses. On verra un petit peu, soit on les garde de toute façon pour un prochain débat. Normalement, le prochain débat sera consacré à la FGTB, mais je vous donne vraiment rendez-vous pour un prochain. Ben oui, parce qu'il faut, voilà, c'est comme ça, il faut donner la parole à tous les syndicats. On est une fédération de musiciens et musiciennes. On n'a pas de préférence politique, même si on est quand même plutôt de préférence dans la protection des travailleurs, évidemment. Et donc, je vous donne rendez-vous à pas trop longtemps, en fait, Martin Willems, Marc Sius et Philippe Samek pour repartir vers un autre débat avec des questions en direct et aussi pour voir un peu la situation, comment elle évolue avec les mesures Covid et la crise sanitaire. Voilà, je remercie tout le monde d'avoir participé. Merci au permanent de Fakir d'avoir superbement organisé ça et technologiquement aussi parce que c'est pas mon fort. Et puis, je vous invite la vidéo sera visionnable par ailleurs si vous voulez revoir certains passages et à venir à la prochaine rencontre qui sera bientôt fixée. Voilà, à tout bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir.